des objets, des objets d'art africains. Et nous a semblé utile avec Judith Kagan. Donc cette année, c'est la dernière année, elle est en train de quitter malheureusement le bureau et le conseil exécutif en tant que membre titulaire. Il nous a semblé utile de faire un débat ouvrant un peu l'histoire de l'art et montrant que cette discipline était enseignée pour l'histoire de l'art ou pour l'histoire de l'architecture dans d'autres lieux que nous, historiens de l'art peut-être un peu traditionnels, j'allais dire, fréquentions. Et donc de voir avec des collègues, je pense à Pierre Pinon, qui avait été un des membres actifs du CFHA et qui enseignait l'histoire de l'art dans les écoles d'architecture, et de voir justement, je vois plusieurs historiens de l'architecture, Thomas Flum à Besançon, et de voir comment cette histoire de l'art pouvait être enseignée, quelle était sa place dans d'autres institutions. Et donc, on a demandé, je tiens à remercier tous les intervenants du CFHA, de, de présenter d'abord, peut-être dans un premier temps, quel pouvait être l'enseignement d'histoire de l'art, et puis après, de voir, on va voir émerger certainement des thématiques. Mais je laisse la parole à Laurence Bertrand d'Orléac, qui a très gentiment accepté, à la fois, ne serait-ce que par ses fonctions, parce que c'est elle qui a lancé une chaire d'histoire de l'art à Sciences Po, et aussi parce qu'elle s'est toujours souciée de montrer justement le côté universel, enfin politiquement intelligent que peut avoir l'histoire de l'art, sa place dans la politique, à la fois par ses écrits, par ses recherches et par son enseignement. Donc Laurence, on te remercie encore très très sincèrement et je te laisse du coup au nom du CFHA modérer et animer le débat. Je suis sûr que ça va être très intéressant. Je vous rappelle qu'il est enregistré et qu'a priori, on a tenu les accords. Je crois qu'il sera essayé d'être diffusé sur une chaîne YouTube liée au CFHA. On vous donnera des nouvelles sur ce point. Laurence, encore un très grand merci et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie Olivier et Judith Kagan de leur initiative originale. Je crois qu'il est très rare, en fait, de s'exprimer sur ce sujet de l'histoire de l'art en dehors de nos lieux traditionnels, comme tu l'as dit. Nous allons donc évoquer aujourd'hui ces lieux de savoir où ne se pratique pas, disons pas seulement, l'enseignement de notre spécialité, une spécialité qui est un peu plus qu'une discipline, comme tu le disais, Olivier. Alors, c'est un peu la rançon de la gloire, finalement, de l'histoire de l'art, c'est qu'elle attire, elle se multiplie, elle fait école un peu partout et hors ses murs, d'une certaine façon. Donc, je crois qu'on peut évidemment s'en féliciter. Une petite anecdote qui illustre, je pense, l'atmosphère aussi qui règne dans notre milieu. Quand j'ai été nommée à Sciences Po, un ami très cher a osé cette réflexion intime. Eh bien, écoute, je te souhaite bonne chance, mais quant à moi, je n'aimerais pas du tout enseigner à un auditoire qui ne se destine pas à l'histoire de l'art. Alors, en effet, j'ai 300 étudiants par an et depuis donc une dizaine d'années, je pense qu'il y en a une vingtaine qui sont vraiment maintenant ancrés dans nos milieux que nous fréquentons. Pour les autres, ils sont un petit peu partout et j'en entends parler régulièrement parce qu'ils me donnent des nouvelles de leur carrière qui n'a rien à voir avec les nôtres, mais ils sont quand même, ils se rappellent de l'histoire de l'art et ça leur plaît de me le dire. Donc, de mon côté, disons que ça a plutôt été le contraire, ou plutôt si j'ai considéré, je le pense toujours, je pense qu'il est tout aussi intéressant, sinon plus difficile, d'enseigner la recherche fondamentale aux publics qui ne sont pas acquis, disons, à notre science, à nos pratiques ou à nos convictions. Alors, en essayant de réfléchir un peu aux questions que j'allais poser ou qui allaient se poser lors de notre table ronde, j'avais cette réflexion en tête du philosophe Gilles Deleuze, à qui un jour on a demandé quel effet ça vous a fait quand vous êtes passé du lycée, de l'apprentissage de la philosophie au lycée à l'université. Et il a répondu, vous savez, c'est toujours de la philosophie. Et je partirais peut-être un petit peu de cela. Au fond, effectivement, c'est quand même toujours de l'histoire de l'art, mais
est-ce qu'il y a vraiment une manière d'agir ou d'enseigner différemment dans un lieu qui ne se consacre pas à l'histoire de l'art? En tout cas, c'est une des questions que nous allons poser ici. J'ai la joie donc d'animer cette table ronde et je voudrais à présent remercier chaleureusement notre aéropage, donc par ordre alphabétique, Guy Lambert, qui enseigne, je ne parle que de l'enseignement, bien sûr, parce que vous avez fait beaucoup, vous faites beaucoup de choses en dehors de l'enseignement, comme nous tous, nous toutes. Vous enseignez donc à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Guitmi Maldonado, tu enseignes toujours, donc tu es professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et Amel Nafti, vous êtes donc, vous enseignez à l'École supérieure d'art et de design de Grenoble-Valence. Antoine Picon, tu vas surtout parler en fait de ton rôle d'enseignant à la Harvard Graduate School of Design. Et Thomas Schlesser, donc tu enseignes à l'École polytechnique. Alors, si vous voulez bien, on va faire un premier tour de table assez rapide. Chacun va s'exprimer librement sur le sujet qui nous intéresse. Et puis après, je vous propose donc d'animer la discussion et de ensuite, évidemment, passer la parole à nos amis qui nous écoutent vers 18h, 18h15. Donc, peut-être commençons par Guy Lambert, si vous le voulez bien. Je reprends bêtement l'ordre alphabétique. Je ne crois pas que ce soit l'ordre alphabétique qui prévalait dans la présentation des Ah oui, programmes. ce Parle sera sous le l'ordre contrôle d'Olivier alphabétique. Bonfray. Bon, je crois que c'est pas très important, mais peut-être c'est vrai qu'il y a une question, pardon, de PowerPoint. Donc, et ça, c'est plus important. Donc, j'ai l'impression que le PowerPoint concerne Amel, c'est ça? Amel Nafti? Alors, celui qui défile, c'est effectivement le mien, mais je pense qu'il y en avait un autre avant qui devait être de Guitmi, mais bon, c'est comme vous voulez, je peux commencer, c'est pas un problème. Commençons par Amel, prenons l'ordre. En fait, je n'ai pas la main sur le PowerPoint, donc je me plierai à la... Pardon, Laurence, moi je te suis. Là, mais comme c'est en grand écran, il faut que je bouge diapositive par diapositive. Mais commençons par Amel Nafti, si tu veux bien. Alors Amel, donc, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, je crois? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu donc de cela? Oui, mais alors merci beaucoup pour votre invitation. Alors moi, j'ai pris un point de vue un petit peu particulier parce qu'en réalité, je suis la directrice de l'école, mais moi, je n'enseigne pas dans l'école que je dirige. Et je voulais vous apporter un petit contrepoint, je me suis dit, qui pouvait peut-être intéresser le débat, qui concernait l'effet de la réforme de l'introduction des diplômes de l'enseignement supérieur artistique dans le système LMD et de voir un petit peu comment l'histoire de l'art se positionnait à l'intérieur. Alors, le PowerPoint est un peu long, mais on pourra le passer rapidement. Je vais essayer de bien tenir les minutes pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, donc je suis aussi coprésidente de l'ANDEA, donc l'Association nationale des écoles d'art. Alors c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'aurais aimé pouvoir vous donner un avis qui soit un peu plus collectif, mais on n'avait pas vraiment le temps de consulter trop de collègues, donc j'ai fait un petit sondage rapide pour savoir quels étaient si les points saillants que moi j'avais identifiés étaient quelque chose qui était un petit peu partagé. Donc, du coup, dans ma présentation, je faisais un petit point sur le réseau des écoles supérieures d'art et de design public. Je vais vous parler de l'organisation des études en DNA et en DENSEP, donc de la place de l'histoire de l'art dans ce qui est le cadre en fait, de ces diplômes nationaux depuis l'arrêté du 18 juillet 2013. Un peu la question de la méthodologie aussi de l'enseignement d'une manière générale en école d'art, donc il y a forcément une incidence en fait, sur la manière d'enseigner l'histoire de l'art. Et enfin, des enjeux contemporains de la formation en histoire de l'art pour les jeunes artistes, parce que c'est un point qui est en fait un point très débattu. Donc, je pense qu'il y a plusieurs avis et les situations sont assez différentes. Alors, les écoles d'art, le réseau des écoles d'art. Donc, on a 45 écoles d'art public sur l'ensemble du territoire français. Il y a 11 écoles nationales
dont les écoles parisiennes qui délivrent des diplômes spécifiques et les écoles nationales en région qui délivrent les mêmes diplômes en fait, que les écoles territoriales, donc les DNA et l'ENSEP, et 34 écoles territoriales qui délivrent ces diplômes nationaux, donc le diplôme national d'art qui vaut grade master et le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui vaut grade licence, et le diplôme national supérieur d'expression plastique qui vaut grade master. Actuellement, il y a encore 3 grandes options, art, design et communication, qui peuvent être subdivisées en de nombreuses mentions, d'autant que les écoles sont actuellement dans la phase d'accréditation établissement, donc vers une reconnaissance de leur autonomie de proposition pédagogique qui est assez grande. Alors, pourquoi je vous précise ça? Parce que les situations des écoles sont très différentes, c'est-à-dire que le nombre de professeurs et d'intervenants dans les écoles est très différent selon la taille de l'école. Il y a des écoles très petites et d'autres écoles dans lesquelles on va avoir une multitude d'intervenants. Et du coup, ça va changer aussi pas mal la nature de l'enseignement qui peut être dispensé aux étudiants malgré tout. Donc, le cadre d'organisation des études dans ce qui est actuel, il a été fixé en 2013 quand le ministère de la Culture a négocié l'homologation de ces diplômes au grade licence et master, enfin d'abord au grade master puis au grade licence. Il y a une large autonomie d'organisation qui est accordée aux établissements. C'est pour ça que je vous ai mis les grilles après pour que vous voyez que c'est divisé par grands ensembles mais qu'il n'y a pas une précision de programme. On est vraiment dans l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'enseignements qui sont rassemblés. Donc, par exemple, les enseignements théoriques, histoire de l'art, théorie de l'art et langue, ça forme un seul bloc. Et les écoles sont libres de subdiviser ces blocs de compétences comme il leur semble le plus pertinent. Donc, ça dépend, la nature de l'enseignement dépend pas mal des équipes pédagogiques et de leur nombre, de leur formation, de leur ancienneté. Alors, pourquoi je pensais que c'était un jalon important? Parce qu'à partir du moment où ces diplômes sont devenus des diplômes valant grade licence et valant grade master, on a aussi insisté beaucoup plus dans le recrutement des professeurs en histoire de l'art sur le fait qu'ils soient docteurs, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant la réforme. Donc, ça a aussi changé le recrutement et peut-être la formation aussi initiale des professeurs qui enseignent l'histoire et la théorie de l'art en école d'art. Donc, vous voyez que le principe, donc là, c'est l'organisation des semestres pour la première année de licence. On a des ensembles de crédits qui sont répartis avec la partie pratique du travail, la partie donc, histoire, théorie des arts et langues étrangères qui forment un tout, et ensuite le bilan du travail plastique et théorique qui en général est ce qu'on attribue au moment des bilans qui sont les petites présentations avec un jury. Les bilans est effectué collégialement, c'est la spécificité de l'enseignement. Donc c'est des enseignements qui sont en partie attribués professeur par professeur et en partie attribués par les équipes, parce qu'il y a dans l'accompagnement, dans le sens en fait de l'enseignement en école d'art, l'idée qu'on va accompagner l'émergence d'une personnalité artistique de créateur, donc en fait un rapport un peu holistique à la formation. C'est ce qui fait que c'est pas uniquement une somme d'enseignement précis. Je vous ai mis tout le déroulé des études. On peut passer peut-être un peu rapidement. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Donc, il y a un premier bloc de compétences qui est attribué pendant la licence, première, deuxième, troisième année. La spécificité aussi, c'est qu'il y a désormais dans l'accompagnement du travail plastique un travail écrit qui doit être rendu, qui là aussi prend des formes un peu différentes selon les écoles et selon la manière dont les équipes enseignantes ont souhaité investir ces formes. Et c'est pourquoi dans l'enseignement de l'histoire de l'art, il peut rentrer aussi en concurrence la notion d'écriture créative, enfin un certain nombre d'enseignements théoriques qui vont former toutes les sciences auxiliaires qui permettent d'accompagner le travail plastique. Et on part vraiment de cet endroit-là. Donc, pour le grade master, il y a vraiment 2 parties au diplôme. Donc, une partie qui est un mémoire et une partie qui est la partie plastique du travail. Et ce mémoire est peut-être soit un mémoire de recherche avec une forme qui va quand même s'approcher d'une forme de recherche universitaire, mais ça peut être des formes aussi beaucoup plus libres. Il y a quand même vraiment des
des modalités de rendu qui sont très variées, qui peuvent être un travail de recherche, par exemple, en histoire de l'art qui va étayer les sources du travail plastique, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement différent, donc un travail sur une partie qui va intéresser l'étudiant ou l'étudiante, mais qui ne sera pas forcément relié directement à son travail plastique. Ça peut être un texte de fiction, ça peut être un ensemble d'images. Donc, à cet endroit-là, il y a quand même une grande variété de réalisations et il a été admis par l'évaluateur que cette grande variété était légitime. Alors, du coup, dans les méthodologies de l'enseignement, il y a donc pour le premier cycle comme objectif l'élaboration d'une culture visuelle et artistique contemporaine et le développement d'une pratique d'écriture académique et ou créative. Sachant que nous n'avons pas de prérequis dans les concours, il y a dans le concours d'entrée une épreuve de culture générale, mais qui là aussi peut être traitée assez différemment selon les établissements. Donc le cadre du concours est fixé par l'arrêté, l'épreuve de culture générale, l'épreuve plastique et l'épreuve de langue, et ensuite l'entretien qui se base sur le portfolio. Cette organisation des épreuves de concours d'entrée a aussi été pas mal modifiée pour laisser plus de latitude d'adaptation dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc, elle a pu être aussi très largement simplifiée. Donc, l'enjeu, c'est de passer d'une culture visuelle idiomatique qui est vraiment propre aux candidats à une culture visuelle qui est plus savante et qui est plus située diachroniquement, mais qui reste très personnalisée. Donc, il n'y a pas d'impératif d'avoir une histoire générale de l'art, même si ça peut exister dans certains établissements, mais pas dans tous. Et donc, les difficultés, c'est l'absence de définition d'un socle commun entre les écoles. Il n'y a pas vraiment de programme défini ou de définition des prérequis en matière de connaissances en histoire de l'art à l'entrée du cursus. Donc, les conséquences, c'est qu'il y a des grandes disparités dans les connaissances des étudiants et des étudiantes, mais qui font sens dans l'accompagnement de leur propre travail plastique. Donc, c'est parce que les références, elles sont très souvent acquises vraiment autour de l'inscription intellectuelle de leur travail. Alors, pour ce qui est du deuxième cycle, il y a cette partie de mémoire qui est un travail de recherche qui peut combiner l'exigence académique, donc les sources, la bibliographie, la rigueur scientifique du texte et la puissance de l'expression plastique. Donc, ça peut être un livre-objet, ça peut être aussi quelque chose qui s'approche beaucoup plus d'un mémoire classique. Et donc ça, c'est laissé à la libre appréciation de l'étudiant, même si les écoles ont en général des cadrages qui leur sont propres. Donc, il y a une adaptation de la forme au propos, et c'est aussi un endroit où on peut trouver pas mal d'écritures qui s'approchent plus de la littérature que de l'histoire de l'art. Et l'enjeu qui est aussi pas mal soutenu, c'est d'avoir un travail d'auteur, y compris dans l'écriture. Donc, peut-être moins un travail vraiment où l'enjeu scientifique prédomine, mais un travail où la dimension d'auteur est importante. Et donc, une des conséquences, c'est qu'il y a une grande variété de disciplines qui sont sollicitées, l'histoire de l'art, l'esthétique, l'anthropologie, les études de genre postcoloniales, la sociologie, la littérature, et que ça ne se limite pas forcément, ça ne se limite certainement pas à l'histoire de l'art, mais qu'elle n'est pas forcément la discipline qui va être dominante dans les références des étudiants et des étudiantes au moment où ils vont faire leur mémoire. Alors, donc, ce qui peut être un peu compliqué, en particulier pour les petites écoles, c'est que les équipes d'enseignantes sont réduites et il y a une sorte de concurrence entre le fait de donner une culture générale visuelle et le fait de diversifier les sources de référence. Donc, en général, c'est ces deux choses qu'on essaye de mêler, donc qui est quand même une féminisation de l'histoire de l'art et des références bibliographiques, qu'on se pose, qu'on essaye aussi d'ajuster la transmission qui ne soit pas entièrement européano-centrée, qui est une histoire des marges, des minorités, qu'il y ait que si vous voulez, la manière dont l'histoire de l'art est enseignée puisse correspondre aussi aux attentes des créateurs contemporains. Je me dépêche. Voilà, donc on peut passer si vous voulez, à la suivante. Et donc, dans les modes de validation et de création, donc on a aussi là, dans la manière
dans la manière d'enseigner quelque chose qui part aussi beaucoup de la forme et qui du coup essaye d'ouvrir un petit peu les sources et qui peut être donc investi par les professeurs de manière assez différente et qui donc va aussi aller solliciter les éléments de référence historique en fonction des pratiques qui sont développées. Voilà, donc pour conclure vraiment très succinctement, il y a aussi des échanges beaucoup plus fréquents entre universités et écoles supérieures d'art et de design aujourd'hui qui sont à la fois dus à la formation des professeurs qui ont été recrutés ces dernières années et aussi de réfléchir, il y a une porosité assez intéressante dans les deux sens parce que c'est des écosystèmes de pensée d'apprentissage qui sont assez différents et qui peuvent aussi produire des déplacements tout à fait féconds chez les jeunes docteurs qui viennent enseigner en école d'art et de design et qui s'appuient sur ce balancement permanent entre l'étayage du travail artistique un peu personnalisé et les références à une histoire de l'art qui va prendre une dimension un peu plus générale. Pardon. Bien, merci beaucoup. Merci Amel. À Sciences Po, je vous aurais coupé car les exposés en fait durent 10 minutes. Après, on coupe. Mais malheureusement, vous n'êtes plus mon étudiante, donc je ne me suis pas permis de vous couper. Mais Guy, essayez de tenir dans les 7 minutes fatidiques, sinon nous n'aurons pas le plaisir de donner la parole à la salle. Donc, nous vous écoutons. Vous êtes à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Merci, merci Laurence, merci aux organisateurs de cette table ronde de me permettre de me pencher sur cette question qui croise en fait un intérêt personnel, puisqu'en fait, mes travaux portent en particulier sur l'histoire de l'enseignement. Cette mise en abîme est d'autant plus intéressante pour moi. Alors, poser la question de la place accordée à l'enseignement d'histoire de l'art et plus largement peut-être de l'histoire dans les études d'architecture, en fait, soulève plusieurs questions selon la manière dont on l'envisage. Ça concerne en premier lieu la place que cet enseignement occupe dans les programmes des formations. Ça concerne évidemment le contenu et les modalités de cet enseignement, sa vocation dans la formation des architectes, et également les effectifs enseignants. Alors, évidemment, tout cela mériterait une enquête approfondie que je n'ai pas eu le temps de mener et dont je n'aurai pas le temps de présenter les résultats de toute façon. Je vais aborder cette question au filtre d'un exemple que je connais bien, qui est celui de l'école d'architecture de Paris-Belleville, pour ouvrir un certain nombre de questions pour nos échanges qui vont suivre. Alors, en fait, le terme d'histoire de l'art est peut-être pas totalement approprié en réalité à ceux qui s'enseignent dans les écoles d'architecture. Alors, les enseignements qui relèvent de l'approche historienne relèvent en premier lieu et majoritairement sans doute de l'histoire de l'architecture, ou disons d'un croisement entre histoire de l'architecture et histoire de l'art. Mais il concerne également l'histoire des arts plastiques, l'histoire de la ville et de l'urbanisme, l'histoire des jardins, l'histoire de la construction qui est tour à tour envisagée sous l'angle de l'histoire des techniques ou de l'art de bâtir. Alors, sur la diapositive suivante, on peut voir qu'au sens strict, un domaine disciplinaire est consacré… Ah non, c'était juste la diapositive précédente, excusez-moi. Voilà, merci. On peut voir qu'un domaine disciplinaire y est consacré. Donc, ce domaine s'intitule Histoire et culture architecturale. Il s'inscrit évidemment dans la formation aux côtés des SHF, aux côtés des sciences et techniques, des arts et techniques de la représentation. Mais donc, en réalité, si on regarde les programmes à la recherche de cours d'histoire, on en trouve également, donc, on trouve des cours d'histoire des arts plastiques dans le domaine ATR, des cours d'histoire de la ville et des jardins en ville et territoire, et souvent les cours de théorie de l'architecture, qui s'inscrivent dans le champ majoritaire TPCAU, relèvent de l'histoire, fut-elle une histoire récente. Alors, ces champs disciplinaires, évidemment, n'ont pas une place équivalente dans les programmes. Le champ majoritaire est donc, celui de le champ TPCAU, théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine.
Un peu comme le faisait remarquer Amel Nafti juste avant, en fait, les écoles d'architecture présentent une grande diversité. Alors, les 20 écoles actuellement existantes donc, présentent une assez grande diversité dans leurs programmes, dans la manière dont ces programmes se structurent. Ce qui fait que en fait, la manière dont la place qu'occupe l'histoire dans les programmes, l'intitulé des cours, l'organisation et la structuration de ces cours prend parfois des formes assez différentes, même si donc il existe des invariants. Évidemment, l'histoire relève en premier lieu des cours magistraux, parfois des TD, quelquefois des enseignements associés, c'est-à-dire que l'approche historienne y est couplée avec l'apprentissage des techniques de représentation ou d'autres types d'enseignements. Et parfois, certains séminaires sont colorés, disons colorés d'histoire de l'art ou d'histoire de l'architecture. Sur la diapositive suivante, donc comme je le disais, je vais me concentrer sur l'exemple de Belleville, alors non pas le modèle, mais un exemple parmi d'autres qui permet d'examiner en fait à la fois l'intitulé, le contenu de l'enseignement et sa répartition dans la formation. Alors, l'école d'architecture de Paris-Belleville est l'exemple d'une école où finalement l'offre d'enseignement en histoire est répartie sur l'ensemble du cursus, assez importante quantitativement et assez diversifiée. En fait, c'est lié à l'importance des effectifs enseignants, ce que l'on voit sur la diapositive suivante. En fait, l'école d'architecture de Paris-Belleville compte actuellement deux professeurs en HCA, 4 maîtres de conférences titulaires, 2 maîtres de conférences associés et 2 vacataires, 2 contractuels, pardon, ce qui en fait correspond à une école assez bien dotée par rapport à la moyenne des écoles que les 20 ENSA en France. Cet exemple, évidemment, est comparable à d'autres écoles de l'agglomération parisienne, mais c'est aussi ce qui permet de comprendre l'ampleur de cette offre en histoire de l'art et de l'architecture. Alors, pour détailler un peu davantage les cours, comme on le verra sur la diapositive suivante, en fait, pour le résumer, en fait, assez rapidement, donc on s'aperçoit qu'il existe un cursus complet d'histoire de l'architecture qui couvre les 3 années de licence, qui couvre en fait du Moyen-Âge à la période très très récente. À Paris-Belleville, cet enseignement suit une progression chronologique. Dans d'autres écoles, cette chronologie est parfois découplée ou traitée en parallèle. Parfois, les cours recouvrent une période plus longue. Mais parallèlement à cet enseignement continu en histoire de l'architecture, on trouve également un cours d'histoire de l'art, être artiste en société, donc qui est proposé en première année en lien plutôt avec l'enseignement des arts et techniques de représentation, ou des cours d'histoire de la ville, des cours de théorie, donc qui interrogent en fait qui en appelle, disons, aux méthodes et à l'approche historienne. Le cursus de licence, comme dans toutes les écoles d'architecture, est plutôt concentré sur l'acquisition des fondamentaux. Si on compare les cours de master, donc qui sont sur la diapositive suivante, alors on peut voir que les modalités sont un peu différentes. Il s'agit de cours qui sont principalement des optionnels obligatoires au choix. Donc les étudiants doivent choisir chaque semestre 2 cours parmi l'offre qui est proposée. Et cette offre relève à la fois soit de cours thématiques, de cours qui pour certains d'entre eux se concentrent sur une période chronologique. L'idée étant qu'à partir du moment où les étudiants peuvent davantage influer sur la manière, davantage choisir, disons, l'orientation de leur formation, disons, l'offre de cours relève également de cela. Alors on retrouve en fait la diversité que j'évoquais précédemment, notamment certains cours qui interrogent la question de plutôt les arts décoratifs, d'autres l'histoire des jardins.
et certains cours d'histoire de la construction. Alors, pour conclure, j'en viendrai donc à la question l'une des questions que j'ai soulevées en introduction, qui est celle de la vocation de cet enseignement. Et je voudrais en fait faire deux remarques de ce point de vue. La première, c'est que la place qui est accordée à l'enseignement de l'histoire dans les études d'architecture traduit implicitement l'importance que reconnaissent les architectes à la lecture du passé, ou disons aux relations entre le passé et le présent, à l'historicité des objets, des pratiques et des idées. Et ce point est d'autant plus important, évidemment, si on accepte l'idée que les architectes auxquels forment les écoles donc, sont à la fois appelés à concevoir, diagnostiquer, mais aussi à écrire, argumenter et expertiser. La deuxième remarque porte sur la manière dont sont envisagés ces enseignements. Il ne consiste pas en l'analyse des objets eux-mêmes, il ne consiste pas seulement en l'analyse des objets, en l'analyse de la genèse de ces objets et dans l'histoire des idées, qui n'est d'ailleurs pas l'apanage des enseignements d'histoire. Ces enseignements ne sont pas simplement de l'ordre de la référence ou des outils d'analyse. Cette approche historienne porte plus largement sur les cultures, les pratiques, ce qui revient à mettre en lumière pour les futurs professionnels, pour les futurs architectes professionnels, leur manière de penser et de travailler, ce qui encourage en fait la conscience des réalités culturelles, matérielles et professionnelles, qui sont mouvantes par essence. Alors, peut-être est-ce là la spécificité de cet enseignement de l'histoire dans les écoles d'architecture. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Guy. Et ça, évidemment, ça permet de commencer à penser la place des enseignants que vous êtes dans ce genre d'école. Est-ce que vous êtes justement considérés comme totalement mineurs ou au contraire comme très précieux à l'établissement? C'est une question que je reposerai probablement au cours de notre table ronde. Et je passe maintenant la parole à Guy-Tmy, si tu veux bien, Olivier, peut-être... je crois que c'est le dernier PowerPoint, il me semble. Le premier, je pense. Oui, c'était le premier, je crois. Merci. Merci, Guy-Tmy, donc, de nous instruire de ta présence aux Beaux-Arts. Merci Laurence, merci aux organisateurs de la table ronde. Donc, dans le cadre général qu'a brossé Amel, je vais vous parler du cas particulier de l'École des Beaux-Arts de Paris où j'enseigne avec trois autres historiens de l'art, en tous les cas qui sont formés à l'histoire de l'art et qui sont chercheurs dans ce domaine-là, Christian Joschke, François-René Martin et Pascal Rousseau. Donc nous sommes quatre historiens de l'art dans le corps enseignant, associés à des spécialistes d'autres champs disciplinaires, tels que la philosophie, la littérature, l'anthropologie, puisque, comme l'a dit Amel, l'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris intervient dans le bloc d'enseignement théorique, qu'on appelle théorique, où les étudiants reçoivent des enseignements de nature diverse, dans des champs très variés qui sont destinés à les armer d'une certaine façon à affronter les questions de leur époque et également leur permettre de se situer dans un temps plus long et dans des perspectives donc, historiques, comme on l'a déjà dit. Alors, j'ajouterai un élément, c'est qu'il y a une épreuve au concours d'entrée qui est intitulée Culture générale, mais qui est en réalité une épreuve plutôt d'histoire de l'art, puisque c'est un commentaire d'œuvre. En tous les cas, le point de départ de la réflexion qui est demandée aux candidats, c'est une œuvre historique. Donc c'est pour indiquer que dans le cursus, ensuite, l'histoire de l'art est présente. Elle fait même partie, comme vous le voyez là, c'est un extrait du livret des études. Elle fait partie de ce qu'on appelle les fondamentaux de l'enseignement. Pour ce qui est du premier cycle, les élèves suivent chaque année un cours d'histoire de l'art sur toute l'année et depuis peu. Donc évidemment, l'École des Beaux-Arts est entrée dans le système LMD comme toutes les autres écoles d'art. Et depuis 3 ans maintenant, on a réformé les enseignements dans leur ensemble et on a essayé de penser une progressivité dans l'enseignement de l'histoire de l'art.
pour les 3 premières années. Donc, pour les premières années, vous voyez ici l'organisation des études pour la première année. Il y a un cours d'histoire de l'art, un cours d'histoire générale de l'art, et qui est véritablement pensé comme un cours généraliste, l'idée étant, avec ce cours, de donner aux élèves la perspective la plus large possible sur l'histoire de l'art, donc de couvrir un champ chronologique le plus large possible pour leur permettre de se repérer dans l'histoire de l'art, pour leur permettre de se familiariser avec une très grande diversité de styles et de problématiques, pour se familiariser aussi avec les méthodes d'analyse, les outils de l'histoire de l'art. Tout ça dans une optique, malgré tout, enfin malgré tout non, mais dans une optique aussi d'attention à l'actualité, au questionnement actuel dont a parlé Amel. Et donc, ce qu'on essaye de montrer, c'est que l'histoire de l'art est une discipline en transformation permanente et qui intègre toutes sortes de questionnements. Tout cela étant évidemment destiné à ce public particulier qui reçoit l'histoire de l'art pour essayer de mûrir un projet de création. Donc, ce cours de première année, je le dispense avec François-René Martin, et chaque année, nous choisissons un thème très général qui nous permet d'aborder des questions diverses et d'ouvrir donc les élèves à un maximum de points. Nous avons successivement abordé la question des styles, la question des transferts, et cette année, la question de la figure de l'artiste. Donc, à chaque fois, c'est un prisme qui nous permet d'intégrer le maximum d'informations possibles. Pour ce qui est de la deuxième et de la troisième année, les cours sont plus précis, plus spécialisés, on pourrait dire, en fonction des champs de recherche des collègues qui les assurent. Donc, Christian Joschke pour la deuxième année, qui, étant spécialiste de la photographie, s'intéresse davantage à des questions liées à l'image, et donc pour cette année, il propose un cours sur l'œuvre disséminée, revenant par là sur l'idée de reproductibilité en essayant de la reformuler autrement et peut-être pour une situation plus actuelle. Pour ce qui est de la troisième année, c'est Pascal Rousseau qui assure le cours d'histoire de l'art et qui travaille sur le rôle de la lumière dans les pratiques artistiques. Donc, progressivement, les questions deviennent plus pointues, plus précises et s'orientent davantage, je dirais, vers la recherche qui est ensuite donc, développée dans le deuxième cycle. Et l'histoire de l'art dans le deuxième cycle intervient donc sous la forme de séminaires. Donc, dans le premier cycle, ce sont des cours d'amphithéâtre classiques. Pour le deuxième cycle, ce sont des séminaires où chaque enseignant, en fonction de sa spécialité, apporte un certain nombre d'éléments, aussi bien en matière de connaissances que d'outils et de moyens de recherche et d'analyse. Donc pour ces élèves dont le gros de la formation se joue dans les ateliers et dans les cours de technicité, principalement le dessin et puis toutes sortes de techniques qui leur sont utiles. La situation de l'école des beaux-arts de Paris, elle est évidemment particulière, avec les collections, avec une bibliothèque très très riche, donc c'est pour nous un appui essentiel, puisque je dirais que le rôle de l'histoire de l'art, c'est aussi d'attiser la curiosité des élèves, de les amener à lire autant que possible, de les amener à formaliser leur pensée. Et donc, à l'école des beaux-arts, je dirais que l'histoire à Paris, l'histoire de l'art, elle est présente partout, dans les bâtiments, dans la collection, et c'est à la fois un atout et peut-être aussi une des difficultés, puisqu'il y a peut-être pour ces jeunes qui arrivent dans ce lieu chargé d'histoire un poids par rapport auquel il faut se situer, mais nous avons ces outils magnifiques que sont
les collections avec lesquelles tous les enseignants essayent de dialoguer. Et c'est vrai que pour rebondir sur un élément que Laurence évoquait, à l'École des Beaux-Arts, nous sommes à la fois en histoire de l'art satellites et centraux, puisque nous rayonnons et nous dialoguons avec tous nos collègues pour essayer ensemble de construire un enseignement le plus riche possible. Voilà, je m'arrête là pour les considérations générales. Merci beaucoup, cher Guitmi, de résumer la situation satellite et centraux. Donc, j'essaie d'imaginer, c'est une image forte. Et je reviendrai peut-être ensuite, je te poserai la question du particulier que tu as utilisé plusieurs fois pour savoir, au fond, ce qui nous intéresse aussi, est-ce que vous avez une façon particulière d'enseigner? Car toi, par exemple, tu enseignes à l'École du Louvre, comme moi, et à l'ENSBA. Et du coup, ça nous permet de comparer aussi des étudiants qui sont sans doute de nature différente. Mais est-ce que nous sommes si différents que cela quand nous transportons d'un lieu à l'autre? C'est la question qui me taraude, je dois le dire. Antoine, est-ce que tu serais disposé à nous parler de ton expérience américaine? Ben oui, je suis supposé. Donc, bien, alors, j'enseigne dans un endroit, vous m'entendez tous? C'est bon? J'enseigne dans un endroit qui s'appelle la Graduate School of Design de l'université Harvard. Design signifiant plutôt en anglais, comme beaucoup d'entre vous le savent, le disegno de la Renaissance, c'est-à-dire la question du projet. Donc, c'est en fait une école qui regroupe des étudiants en architecture, des étudiants en paysage, ce qu'on appelle le landscape architecture, des étudiants aussi en urban design et urban planning, qui serait grosso modo, correspondrait au champ de l'urbanisme au sens large français. C'est une école graduate, donc qui prend des étudiants après les 4 premières années d'université, ce qu'on appelle le college, pour leur donner la plupart des masters, mais nous avons aussi 2 programmes de doctorat affiliés à l'école. Alors, 2 programmes de doctorat affiliés à l'école. Pour donner une idée des effectifs, l'école est une grosse école pour l'Amérique, c'est-à-dire avec à peu près 1 millier d'étudiants, un peu moins. C'est beaucoup pour l'Amérique, ça serait effectivement beaucoup moins pour l'Europe. Alors, un peu comme ce qu'a dit Guy Lambert, mais peut-être de façon plus prononcée, nous n'avons pas d'histoire de l'art au sens classique. L'une des raisons étant qu'en traversant la rue, il y a un département d'histoire de l'art et d'architecture, et que les élèves qui le souhaitent peuvent tout à fait suivre des cours, et que d'ailleurs nous collaborons fréquemment avec nos collègues de l'histoire de l'art, disons, stricto sensu. Alors, l'histoire de l'architecture, alors bon, il y a de l'histoire un petit peu partout dans l'école, avec des historiens, entre guillemets, professionnels, et puis des gens qui font de l'histoire comme un à côté d'une pratique professionnelle, etc. Je dirais que des historiens, il y en a à peu près 6-7. Nous sommes en train actuellement de recruter un nouvel enseignant, pour l'essentiel dans le département de l'art d'architecture, mais il y en a aussi en landscape, avec un problème qu'on n'a jamais résolu dans l'école, qui est le statut de l'histoire dans le champ urbain, qui est toujours l'objet de bricolages successifs. En architecture, pour les élèves de master d'architecture, la durée des études pour les masters, elle va de 1 an et demi à 3 ans et demi. Un master d'architecture, c'est en général 3 ans et demi à Harvard. Les doctorats, un des programmes de doctorat qui est plutôt à vocation professionnelle prend de 4 à 5 ans. Le PhD plus classique que j'ai l'honneur d'administrer prend de 7 à 8 ans. Disons que parfois ça déborde même jusqu'à 9 ans, ça peut être assez long. Alors, l'histoire de l'architecture est structurée à partir d'un tronc commun obligatoire de 3 semestres pour les étudiants en architecture, en histoire et théorie, qui commence par un semestre plutôt théorie et problèmes généraux de la discipline architecturale. Ensuite, un semestre qui porte surtout 18e, 19e, et puis un semestre sur plutôt le mouvement moderne et la modernité, disons. Ensuite, le relais est pris par des enseignements optionnels avec une très vaste gamme d'enseignements optionnels. J'oubliais aussi de dire que nous avons beaucoup de visiteurs
C'est une école qui a eu beaucoup de visiteurs depuis sa création, enfin avec plus ou moins prestigieux. Siegfried Gideon a été visiteur et on a toujours une tradition de visiteurs. Alors, je dirais plusieurs choses sur la place de l'histoire. La première, c'est que les historiens ont relativement du poids dans la mesure où c'est des gens à temps plein. Et puis, un peu dans la grande tradition chinoise du mandarinat, souvent les historiens jouent aussi le rôle d'administrateur. Je fais partie du comité de direction de l'école depuis quasiment mon arrivée à l'école, par exemple. Et donc, on est assez investi dans les structures. Il y a un retour en faveur de l'histoire dans les écoles d'architecture assez net, ne serait-ce que pour faire sens après les ruptures qu'ont constitué le numérique et plus récemment, comment replacer la transition numérique dans une perspective plus longue. Mais je dirais qu'en même temps, il y a des défis, il ne faut pas se cacher. Je dirais, premier défi, eh bien, où passent les limites de l'histoire ? Avec, par exemple, de gros débats aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut enseigner une histoire globale, ce qu'on appelle la Global History of Architecture, qui a ses tenants et ses critiques. Au-delà de ça, comment donner plus de place aux questions comme le genre et les minorités ? Faut-il ou non sortir du canon européen et nord-américain qui a constitué pendant très longtemps la base des études ? Une autre tentation importante, c'est celle d'une histoire qui serait plus institutionnelle et surtout plus matérielle, mais qui délaisserait finalement les critères traditionnels d'analyse des objets pour s'intéresser plutôt aux techniques, aux systèmes, aux institutions. Un groupe américain qui s'appelle Aggregate, par exemple, est très représentatif de cela. Mais évidemment, on s'éloigne de l'histoire de l'art. Je dirais qu'il y a une espèce de tension aujourd'hui entre une histoire de l'architecture qui essaierait de s'émanciper de l'histoire de l'art et une histoire de l'architecture plus traditionnellement attachée, je dirais, aux concepts et aux méthodes de l'histoire de l'art. Alors, pour compliquer le tout, une des fonctions de... Alors, j'ai dit qu'il y a des programmes de doctorat, nous formons quand même pour partie nos successeurs, mais je dirais que c'est quand même une petite fraction seulement de l'école. Il y a environ une centaine de doctorants à l'école, tout compris et toutes années confondues, dont une partie en histoire, mais pas tout le monde. Je dirais, là, ce qui complique enfin le jeu, c'est la relation avec la discipline. Comme Guy Lambert l'a dit, l'architecture a tendance à être une discipline basée sur l'étude de sa propre histoire. Il y a une dimension réflexive dans l'architecture, mais évidemment, si on étend ou si on dilate le canon, si on l'ouvre à des approches qui sont moins traditionnelles, moins centrées par exemple sur la forme et sur l'esthétique, quel rapport avec la discipline? Toutes ces questions sont en fait l'objet de débats assez vifs actuellement. Je dirige par exemple actuellement une search, enfin donc le recrutement d'un nouvel historien junior, et la question de la diversité, la question des nouvelles histoires est tout à fait centrale. Et avec derrière ça, où va-t-on en termes d'histoire de l'architecture, qui est une question qui, je crois, se pose à peu près partout. Et là, je vois que mon minuteur m'indique que j'ai 7 secondes qui me restent, donc je vais vous remercier de m'avoir écouté. Merci Antoine, c'est vraiment passionnant. Je passe la parole à Thomas Schlesser maintenant, qui va nous parler de Polytechnique. Merci, chère Laurence. Merci à tous d'être présents. Alors, en effet, moi, je suis enseignant à l'École Polytechnique depuis 2014. J'ai d'abord été enseignant vacataire et puis ensuite, j'ai été nommé professeur avec, je dois dire, sur le plan personnel, un drôle de sentiment et pour être tout à fait transparent, quelque chose d'assez intimidant, tout simplement parce que je me faisais une représentation de l'École Polytechnique comme étant une école d'excellence, ce qu'elle est, avec donc un public auquel il fallait s'adresser en se disant qu'il n'était pas un public qui se dévoue à l'histoire de l'art, mais en même temps, le sentiment que j'avais, c'est que c'était un public qui en savait certainement beaucoup, beaucoup plus que moi sur tellement de plans que le rapport entre maître et élève, si je puis dire, eh bien, n'était pas si évident que quand on enseigne l'histoire de l'art, alors qu'on est soi-même déjà avec une certaine expérience, une certaine érudition et une certaine dose de méthode, et qu'on accueille de jeunes élèves, de jeunes étudiants en première, deuxième année.
À l'école polytechnique, il y a une grande tradition des sciences humaines, hein, depuis la création de l'école en 1994. Il y a aussi une grande tradition de la pratique du dessin. Et vous savez sans doute pourquoi, c'est tout simplement que au XIXe siècle, dans le cursus d'un ingénieur, eh bien, il fallait pratiquer le dessin industriel. Et par conséquent, il y a des très très beaux corpus d'œuvres à l'école polytechnique. Il y a d'ailleurs un musée aussi, hein, à l'école polytechnique, le Musix, qui a ouvert en 2018. Et il y a notamment des très beaux dessins qui sont issus des saisies révolutionnaires. Je vous dis ça aussi parce que c'est une école dans laquelle on sent un poids de l'histoire très important. D'une part, le fait est que c'est une école qui est fière d'elle-même, clairement. On peut même lui reprocher à certains endroits une forme d'arrogance, mais c'est une école qui est fière d'elle-même. Et puis, les élèves peuvent parfois venir en cours en étant habillés en militaire. Donc, tout ça fait partie d'un quotidien qu'on peut estimer comme étant un peu folklorique à certains endroits, dépassé, mais enfin, qui est quand même la réalité de cette école. L'histoire de l'art, elle existe depuis 1992. Elle a été d'abord créée, disons que là, c'est pas tout à fait une chaire, mais en tout cas le cours a été créé par Hervé Loilier et ensuite, donc il l'a enseigné pendant des années. C'est ensuite Nadège Dagen qui l'a enseigné, puis donc moi-même depuis 2014. Ça s'inscrit donc dans le département des humanités et sciences sociales, ce qu'on appelle le département H2S, et plus précisément dans ce département, moi j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle le Lynx, dirigé par le philosophe Michael Fossel, et je donne un cours magistral qui est avec vraiment vocation d'offrir les fondamentaux sur le 19e et le 20e siècle à des élèves de deuxième année. Et alors là, c'est très intéressant puisque ce sont des élèves qui ont le choix entre plusieurs cursus historiques. Ça peut être histoire de l'architecture, histoire des civilisations ou histoire de l'art. Mais c'est pour autant un enseignement obligatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, qu'ils choisissent un cours magistral ou un autre, la note qu'ils obtiendront au moment de leur examen, eh bien, elle sera en concurrence avec ceux qui auront pris une matière différente. Donc, ça suppose un peu de se caler aussi sur les grilles, les critères d'évaluation des collègues. Et puis, par ailleurs, j'anime un séminaire dont je renouvelle le thème tous les 2 ans. Et alors là, vous pouvez être sûr que ce sont vraiment les élèves les plus motivés, puisque ça, c'est pour le coup tout à fait optionnel. Et leur note, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne fais pas partir du concours classant pour le séminaire. Je peux dire une bêtise, donc on coupera au montage en tout cas, à ce moment-là, j'en ai généralement une trentaine qui viennent, donc c'est pas mal hein, sur une promotion. Et je dois dire que le niveau est globalement excellent. Alors, il est excellent à 2 titres, c'est-à-dire que d'abord, le niveau moyen est excellent, et surtout parmi les meilleurs. On sent qu'il y a quelques individus qui ont fait Polytechnique, alors qu'ils auraient pu devenir virtuoses de piano ou alors faire une agrègue de philosophie ou que sais-je. On sent une polyvalence tout à fait extraordinaire. Pour terminer juste, la vocation de cet enseignement, c'est évidemment l'aspect universel et humaniste de cette formation qui peut sembler parfois un peu militaire, ce qu'elle est, hein, très rigoureuse, parfois un peu dure même. Et puis, si vous avez envie qu'on en parle, on pourra en parler plus tard. Il y a également donc la possibilité de faire des doctorats à l'école polytechnique. À titre personnel, j'ai simplement une doctorante qui n'est pas polytechnicienne. Et l'ouverture sur l'histoire de l'art est également beaucoup liée à l'ouverture sur la création, notamment à travers la chaire Arts et Sciences qui est financée par la Fondation Carasso et qui, vous le savez, finance tout à la fois finance des programmes qui lient les arts décoratifs et l'école polytechnique. Voilà, j'espère avoir été très bref pour pouvoir laisser la parole un peu à la salle, chère Laurence. Merci beaucoup, Thomas. Et peut-être avant de passer la parole à la salle, je vais quand même vous poser une question que justement tu commences à formuler, c'est-à-dire cette question donc de votre public.
qui en principe ne se destinent pas, disons, à l'histoire de l'art ou à l'histoire de l'architecture. Qu'est-ce qu'il en est de justement de cette manière d'enseigner à un public particulier que tu viens donc de décrire? Peut-être je m'adresse d'abord à Gitmi, parce que Gitmi, tu peux faire je dirais, tu peux comparer en fait deux publics finalement très différents. Donc un public entre guillemets artiste et un public d'historien de l'art, enfin a priori d'historienne de l'art. Oui, c'est vrai. Et alors, je reprends ce que tu disais. Je n'ai pas l'impression d'être différente en tant qu'enseignante d'un côté de la scène et de l'autre, même si, évidemment, il faut tenir compte du public. Et ce qui me passionne d'un côté et de l'autre de la scène, c'est justement la spécificité des attentes, peut-être. Je dirais que du côté des beaux-arts, l'histoire de l'art telle que je la pratique, elle doit tenir compte du fait que les élèves ne se destinent pas à être historiens de l'art, mais sont engagés de façon très forte dans ce champ disciplinaire et dans cette histoire-là. La conséquence, c'est qu'ils reçoivent souvent ce qu'on leur raconte de façon très forte, très intime. Parfois, ça les touche parce qu'ils se projettent forcément dans certaines pratiques, dans certains comportements. Et c'est ce type de réaction avec lesquelles il faut compter et en fonction desquelles aussi on choisit nos thèmes d'enseignement. Donc, je dirais que c'est peut-être par le choix des thèmes que l'on met en avant, que l'on s'adapte à ces publics dans l'idée peut-être de les amener à réfléchir davantage à leur propre pratique. Cette année, à l'École des Beaux-Arts, donc, nous travaillons sur les figures de l'artiste et dès lors qu'on aborde les questions d'économie, de positionnement dans la société ou de définition de pratiques, on sent évidemment que ce sont des choses qui peuvent servir vraiment aux élèves. Donc il y a une dimension peut-être appliquée ou en acte ou mise en pratique de l'histoire de l'art telle que les élèves la reçoivent et telle qu'on l'imagine aussi dans nos cours par rapport à l'École du Louvre, où là, certes, il y a une dimension, évidemment, enfin, il y a une perspective de mise en pratique, mais davantage dans le champ des musées, des expositions, mais c'est une approche beaucoup plus historique pour le coup et théorique. Et je dirais que j'ai la même exigence en tous les cas pour tous les publics, en essayant à chaque fois malgré tout de tenir compte de ce qui peut leur servir le plus. Merci beaucoup. Antoine, est-ce que tu peux répondre sur la nature de cet enseignement par rapport donc à ce public? Est-ce que c'est un public homogène? Pas vraiment, si j'ai bien compris, mais quand même. C'est un public très divers. Je dirais d'abord parce qu'on a des étudiants qui ont fait de l'architecture comme undergraduate et d'autres qui arrivent depuis la sociologie, les urban studies, parfois les sciences, etc. Donc c'est déjà une première chose. On a quand même dedans un certain nombre de doctorants. À l'intérieur des masters, on a des masters professionnalisants et des masters qui ont plutôt comme vocation d'être propédeutiques à des études doctorales. Donc on a un public assez divers. Moi, j'ai un peu une réponse parce qu'il se trouve que j'ai aussi enseigné pendant 10 ans comme vacataire en histoire de l'art, donc j'ai aussi connu l'histoire de l'art. J'enseigne en général sur des sujets qui requièrent, je dirais, la compréhension d'un minimum de choses un peu techniques. Et je dirais, quel que soit le public, finalement, il faut expliquer relativement clairement un certain nombre de choses. Je trouve souvent, enfin aux États-Unis, souvent, je dirais, en étant un peu simplificateur, je dirais les étudiants de master sont souvent scolairement plus brillants, mais ne se destinent pas à la vie académique
Les étudiants de doctorat sont parfois moins brillants, du moins dans un premier temps, mais par contre, je dirais, beaucoup plus intéressés par le fond du sujet, etc. Donc l'un compense l'autre. Je trouve de toute façon assez intéressant, vu le genre de sujet sur lequel je travaille, d'avoir aussi des gens qui se destinent je dirais, des carrières professionnelles et d'essayer de se demander finalement que peut-on leur apporter en tant qu'historien comme sujet d'interrogation aussi, finalement, avec dans l'idée que l'histoire, c'est une façon, je dirais, de permettre aux gens d'évoluer dans leur tête et de se préparer à des carrières qui vont demander de plus en plus l'esprit d'adaptation. Donc, je trouve que ça se passe en général plutôt bien. Je pense que la principale difficulté quand même, c'est qu'on est face à des publics de plus en plus hétérogènes. J'ai des gens parfois dans les classes dont certains ne savent pas qui est Le Corbusier. Je suis obligé de préciser qu'il s'agit d'un architecte né en Suisse ayant fait carrière en France. Et il y en a d'autres qui connaissent parfaitement son œuvre, etc. Donc ça complique parfois quand même un petit peu, je dirais, les niveaux de culture dans la discipline architecturale sont quand même très, très variables. Merci beaucoup. Et ça, évidemment, ce que tu dis me fait songer à notre travail quand nous organisons une exposition, par exemple, évidemment, fondée sur de la recherche fondamentale en histoire de l'art, et nous avons affaire à des publics très, très différents. Alors, qu'est-ce que nous leur apportons? Eh bien, nous ne le savons pas, puisque les enquêtes, malheureusement, ne sont pas qualitatives, elles sont quantitatives. Nous savons combien de personnes visitent une exposition, nous ne savons toujours pas, surtout sur la durée, disons, avec la dimension historique qui s'imposerait pour une telle enquête. On ne sait pas ce que nous apportons aux gens. Le jour où nous pourrons arguer d'un budget en fonction de ce que nous apportons, je crois que les choses changeront énormément, à la fois dans les expositions et dans l'enseignement d'ailleurs. Guy, peut-être vous voulez revenir là-dessus, sur la nature de votre enseignement et de votre public? Alors en fait, oui, ce qui est assez enthousiasmant dans les écoles d'architecture, c'est que les étudiants n'ont pas la même perception des frontières disciplinaires. Alors j'ai évoqué tout à l'heure évidemment ces champs disciplinaires, mais ce qui est assez enthousiasmant, c'est que les étudiants n'ont pas forcément de réticence à s'aventurer hors de leur zone de confort. Et d'une certaine manière, l'histoire bénéficie d'un attrait assez important aux yeux des étudiants, au point de effectivement faire naître parfois alors non pas si on pourrait dire des vocations, hein, des étudiants qui finalement choisissent, rentrent en école d'architecture avec certaines motivations et qui, en fait, au gré de leur formation, du contact avec différents domaines, différents domaines de savoir, différents types de méthodes, finalement choisissent au moment de leur master d'orienter leur travail vers quelque chose, par exemple des travaux assez historiques, et pour certains d'entre eux, prolongent cela vers un doctorat. Alors, dans ma présentation initiale, j'ai passé sous silence cet aspect, mais il y a une composante recherche assez importante dans les écoles d'architecture, hein, qui s'exprime en particulier par l'existence des doctorats et l'existence des laboratoires. Et de ce point de vue, donc, c'est souvent l'un des aspects assez encourageants, hein, de la part de ces publics. Alors, l'autre élément intéressant, c'est Guitry qui le signalait, c'est effectivement la manière dont les questions, hein, que soulèvent ces étudiants conduisent parfois à modifier, à choisir les thèmes, que ce soit les thèmes des séminaires ou le thème des cours. Si j'avais fait cette intervention il y a 2 ou 3 ans, hein, les optionnels, la liste des enseignements optionnels que j'aurais présentés n'était pas forcément cela. Et effectivement, on voit se croiser les questions que soulevait Antoine Picon tout à l'heure, hein, cette importance d'un enseignement qui croise l'échelle globale ou mondiale. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, en master, toutes nos écoles d'architecture en France, et en particulier les écoles d'architecture de la région parisienne, ont pour moitié de leurs étudiants des étudiants qui sont en mobilité, des étudiants Erasmus. Hein, à Paris-Belleville, par exemple, la moitié des étudiants en première année de master, en fait, sont des étudiants qui n'ont pas suivi le cursus initial et qui viennent d'ailleurs
d'ailleurs dans le monde, ce qui évidemment conduit à s'interroger non seulement sur le contenu des enseignements, mais aussi les modalités la finalité et la vocation de cet enseignement. Merci Guy. Amel, ça m'est peut-être difficile de vous poser la question puisque vous n'enseignez pas, donc à moins que vous ayez vraiment quelques retours de vos enseignants sur ces questions-là. Je vais peut-être passer maintenant la parole à la salle pour donc ouvrir la discussion. Qui veut poser une question? Donc, vous pouvez lever la main. Judith Kagan. Judith, c'est à vous. Voilà, je vais lancer Merci. dans la discussion et puis j'ai dit si quelqu'un ne souhaite pas prendre la parole, ils peuvent contribuer ou témoigner, comme le fait d'ailleurs Gaël Pichon-Meunier dans la discussion. Quand au sein du conseil exécutif, on a proposé ce sujet. On avait plusieurs arrière-pensées évidemment. C'était aussi dans l'idée de renforcer la communauté en prévision du congrès d'histoire de l'art qui aura lieu à Lyon en 2024, avec l'idée de fédérer tout le monde disciplinaire de la famille histoire de l'art autour de cet événement. Mais pour ce qui me concerne, par rapport à mon expérience, à ce que j'ai pu vivre quand j'étais en Bourgogne, où je voyais, ou même que je discutais avec nos collègues universitaires, je sens qu'il y a quand même un énorme mouvement de rapprochement, vous avez parlé les uns et les autres, d'adossement entre l'université et les écoles spécialisées, et ça me paraît vraiment un très bon mouvement, parce qu'au fond, il y a un vrai travail de mutualisation, comme il y a un rapprochement avec les collègues des musées ou de la direction régionale des affaires culturelles, par exemple. Cela étant, moi, j'aurais aimé vous poser la question peut-être de la destinée, vous l'avez évoqué, mais pas tant que ça non plus, la destinée de vos étudiants et comment l'histoire de l'art, finalement, les formes, comme Picon en partie parlé d'adaptation à la capacité d'adaptation, et surtout peut-être plus pour les écoles d'architecture. Nous, on voit arriver ensuite sur le marché, dans le service des monuments historiques, des architectes du patrimoine ou des architectes tout court. Et je pense qu'il y a encore un renforcement de la notion de cette histoire longue, de comprendre comment le bâti s'est fait, quel qu'il soit ou qu'il soit dans n'importe quel terroir, et surtout parce que c'est un moyen d'entrer dans une carrière et parce qu'il y a du travail. Je me souviens que souvent dans les écoles d'archi, on disait mais finalement nous on est là pour créer. Ben non, on sait qu'à 50 ou 60%, la carrière d'un architecte, ça sera plutôt dans la réhab, comme on dit, et la réutilisation, le remploi, la reconversion. Si on ne comprend pas ce qu'on fait, voilà, où va-t-on? Voilà, c'était une question un peu sur la destinée. Et pareil pour les artistes ou tous les gens qui sont dans le champ du design, je suis sûre qu'ils doivent trouver quelque chose à avoir cette appréciation d'histoire longue pour justement, enfin vous l'avez dit les uns et les autres, pouvoir créer finalement. Qui veut répondre? Antoine, Guy, Guitmi, tout le monde est, même Thomas d'ailleurs est concerné puisque tu formes des architectes toi aussi. Je veux bien dire un mot. Je dirais la première chose, c'est là encore, il faut ne pas oublier l'incroyable diversité du monde. Nous avons par exemple une grosse proportion de Chinois dont certains vont quand même construire beaucoup de choses. Et pas seulement réhabiliter. Alors c'est vrai que pour des élèves européens ou nord-américains, le panorama est sensiblement différent. Moi, je pense que ce que j'ai dit à un moment, l'architecture a une dimension réflexive. Barbaro, à la Renaissance, éminent humaniste et protecteur de Palladio, disait que l'architecture se fonde sur la méditation raisonnée de l'usage et aussi finalement des précédents, etc. Et je crois que il est très frappant, par exemple, en parlant des Chinois, qu'il y ait aujourd'hui de plus en plus de demandes de la part de gens qui vont parfois avoir des programmes tout à fait considérables à bâtir. Il y a quand même une demande un peu de contextualisation historique. Et pas seulement en termes de savoir ce que c'est qu'une église gothique, mais plutôt comprendre quel est le rapport d'un édifice à son contexte, comme vous l'avez dit aussi, comment les choses évoluent sur le long terme,
comment aussi parfois on renoue avec une tradition qui a été oubliée. Enfin, toutes ces questions se posent. Et je dirais que c'est pour ça que l'histoire, qui a toujours connu des éclipses et des retours, est plutôt dans une situation aujourd'hui, elle est peut-être plus forte et plus prégnante qu'il y a quelques années dans les écoles d'architecture. Merci. Alors, Guy. Oui, et je veux bien ensuite, répondre également parce qu'effectivement, dans ce que vient de dire Judith Cazon, il y a deux éléments que je trouve assez intéressants. C'est qu'au-delà de la question de la réhabilitation, et donc de cette page qui se tourne avec le primat donné à la création, il y a en fait le nouveau paradigme, si je peux me permettre cette expression, dans les écoles, c'est plutôt construire dans l'existant. Cette idée, au fond, qu'au-delà des édifices qu'il s'agit de transformer, de réhabiliter, finalement, l'enjeu est de tenir compte en fait des strates, des différentes strates, de l'épaisseur historique des lieux, même si voilà, la diversité de cette épaisseur historique. Et de ce point de vue-là, les deux conséquences, me semble-t-il, spécifiques aux écoles, d'une part, c'est le développement d'enseignements pratiques, une approche pratique de l'enseignement de l'histoire. Un certain nombre de TD sont liés à cela, l'appréhension in situ des choses, mais également l'importance nouvelle que prend l'histoire de la construction dans les écoles et les modalités que ça recoupe. C'est un élément qui, à mon sens, est un peu le reflet de cette approche-là. Mais le deuxième élément sur lequel je voulais insister, dont je n'ai pas parlé, c'est la manière dont, au fond, l'histoire s'hybride avec d'autres méthodes d'enseignement, et notamment avec les outils d'analyse graphique. En fait, tout l'enjeu de cette réflexion consiste effectivement à construire des outils d'analyse de sites, d'analyse de territoires, d'édifices, pas forcément pour les conserver ou les transformer, mais bien pour intégrer dans la dimension projectuelle, dans la conception même, l'existence de ce contexte qui peut prendre des formes assez variables. Merci, Guy. Amel, peut-être rapidement, et puis ensuite on passe à une nouvelle question. Oui, très rapidement. C'était pour dire qu'en fait, dans les débouchés des diplômés des écoles d'art et de design, il y a une grande partie qui ne vont pas nécessairement poursuivre une carrière de créateur. Et du coup, l'enseignement de l'histoire de l'art est aussi très important pour ceux et celles qui vont plutôt travailler dans le domaine de la culture au sens large, là, par exemple. Donc, ça reste quelque chose qui est très discuté en fait dans les réunions pédagogiques sur ce balancement dont je parlais entre donner ce qui est nécessaire à l'environnement spécifique d'un travail de création et de donner des bases qui pourront être utiles sur différents métiers qui peuvent être amenés à exercer. Merci. Olivier, une question ou une remarque? Oui, à la fois une remarque et une question. Amel avait souligné le fait qu'il y avait un changement un peu je vais dire conceptuel, mais quand même d'esprit quelque part dans l'enseignement avec l'arrivée du master où les étudiants devaient rédiger, et ce qui renvoie quand même des structures, des modes de pensée, des savoirs aussi quelque part différents qui pouvaient être plus proches de l'histoire de l'art. Aussi l'arrivée des doctorants comme enseignants. Et là, justement, on a souligné les ponts, et je pense que ça a été des ponts qui sont à la fois liés, vous voyez, à des parcours intellectuels et à des discours. Et après, je me suis demandé, en vous écoutant, s'il y avait aussi des liens entre histoire d'architecture et l'histoire des écoles d'art. Et quand vous avez souligné le poids de l'histoire, nous, au contraire, ce qu'on ressent, en tout cas, ce que je ressens à Dijon, et peut-être aussi parfois quand même à l'école du Louvre, c'est au contraire deux mots qui sont maintenant un peu des mots valises et des mots clés, mais qu'il faut citer, qui, on dit, intéressent les étudiants. C'est à la fois l'idée de patrimoine et d'études visuelles. Et au contraire, on a beaucoup plus de difficultés à justifier un enseignement qui s'appuierait en quelque sorte sur l'histoire. Et je vois aussi, par exemple, dans l'évolution de la revue Perspective, comment il y avait au début un schéma chronologique et que ce schéma a été changé, pour des raisons tout à fait légitimes sans doute, pour d'autres schémas. Donc, je vais justement savoir rebondir peut-être un peu sur le poids de l'histoire, savoir s'il était commun aux écoles d'architecture, aux écoles d'art, et aussi si le mot valise qui nous vient, nous, dès qu'on fait un master, il faut mettre le mot patrimoine. C'est au contraire ce mot-là, pour vous, finalement, où il semblait moins trop lié au passé pour des créateurs, où on voit quand même aussi comment les créateurs s'insèrent dans le musée. Quelqu'un a dit qu'il faut créer dans l'existant, et comment ça peut se passer.
Qui veut répondre, Gitmi? Oui, alors quelques réflexions. Alors, la notion de patrimoine, c'est vrai qu'on ne l'emploie peut-être pas tant que ça. Et il me semble que la notion d'histoire, en revanche, a vraiment sa place et son rôle à jouer dans l'enseignement tel qu'on le conçoit à l'École des Beaux-Arts, au sens où on essaye de maintenir un équilibre qui nous semble absolument nécessaire entre tout ce qui relève de l'actualité, des questions d'actualité, et la perspective historique, pensant qu'on ne peut appréhender le présent et les questions actuelles que si on a une perspective beaucoup plus longue sur les questions. Donc je dirais que l'histoire de l'art telle qu'on la pratique, elle est là pour sensibiliser et pour établir cette conscience de la nécessité de s'inscrire dans une histoire. En parallèle et en écho et en dialogue avec d'autres enseignements qui, des formes plus ponctuelles, vont davantage sensibiliser les élèves et leur donner là aussi des outils pour affronter les questions du moment, aussi bien les questions de genre que les questions écologiques, que les questions postcoloniales. Donc on essaye de jouer comme ça sur les deux tableaux. Et pour ce qui est justement des débouchés et de ce que font les élèves à la sortie, c'est peut-être là qu'on a notre rôle à jouer. Pour ce qui est des masters dont tu parlais, Olivier, effectivement, alors ça soulève un autre élément important qui concerne l'enseignement de l'histoire de l'art dans les écoles d'art, c'est qu'on est là aussi pour les accompagner dans le processus de formalisation d'une pensée. On est là pour les encourager à pratiquer l'écrit. On est là pour les encourager donc également à lire, puisque la spécificité du public que nous avons, c'est que pour une grande partie, ils ont fait le choix de s'exprimer autrement que par l'écrit. Et pour certains, c'est un choix qui est quasiment exclusif de la pratique de la formalisation à l'écrit ou d'un genre discursif qui est lié à l'écrit. Donc notre rôle, c'est aussi de les forcer d'une certaine façon, ou en tous les cas de les encourager à ne pas dédaigner ce mode d'expression et ce mode de réflexion, et de créer une continuité dans cet exercice qu'ils doivent donc pratiquer pour le mémoire en master. Et est-ce qu'il n'y a jamais eu en fait de proposition des étudiants ou des étudiantes d'obliger les historiens de l'art justement à pratiquer le dessin? C'est très curieux, je trouve, d'avoir imposé l'écrit à un moment où la société devient de plus en plus visuelle, disons. Donc, nous vivons vraiment sur des paradoxes. À part à Polytechnique, Thomas, donc tu disais que c'était des élèves qui dessinaient. Je ne sais pas si toi tu dessines d'ailleurs. J'espère. Est-ce que tu es en mesure de leur répondre que le professeur aussi dessine si tu leur imposes d'écrire? Alors, deux petites nuances. La première, c'est que le dessin industriel ne se pratique plus de façon obligatoire maintenant à l'école polytechnique. Je parlais de ce qui se faisait sous le Second Empire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une bonne question, Laurence, tu as raison. Je me suis souvent demandé, c'est vrai qu'on est la seule discipline, je crois, enfin, c'est pas qu'on est la seule, mais si tu prends les gens qui sont spécialistes d'histoire de la musique, il n'y en a pas un seul qui ne puisse se dire musicien. C'est pas possible. C'est vrai qu'en histoire de l'art, je connais, et je m'inclus dedans, beaucoup plus de piètres dessinateurs que de virtuoses du crayon.
J'ai dessiné des petits animaux il y a quelques temps, et je crois même les avoir publiés dans la même revue que toi, ma chère Laurence, et j'ai vu tes dessins. Du coup. Et voilà. Et par ailleurs, non, écoute, oui, je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais en effet, je peux pas dire que j'appuie vraiment ma légitimité sur une qualité de pratique artistique de haut vol. Non, mais je plaisante et tu es tout pardonné. D'ailleurs, tu dessines très bien. Mais non, je pensais à ce que vous disiez et à ce que disait Amel au début. On est rentré, disons, les écoles d'art sont rentrées dans un cadre du LMD, comme tout le monde, si je puis dire. Mais j'ai vu, quand je travaillais à l'université de Picardie, nous avons vu les effets sur les étudiants d'art plastique qui souffraient énormément, mais vraiment énormément. C'est-à-dire que l'écrit leur demandait, si vous voulez, une somme d'efforts incroyable, comme s'ils avaient passé leur vie justement à contourner cet effort et, en dessinant, et que ça les rattrapait sur le tard, si je puis dire, puisqu'on les obligeait finalement quand même, non seulement à dessiner, mais surtout à écrire, en tout cas pour leur master. Donc ça mettait toujours tout le monde dans un grand embarras, nous les premiers, puisque nous avions quelques étudiants en art plastique. Enfin, moi, j'appréciais beaucoup justement de les avoir, parce qu'on sait bien qu'ils amènent des choses très intéressantes. Amel et Antoine. Oui, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette remarque parce que je dois dire que j'étais à la Villa-Arson quand la réforme a commencé à être pensée. Donc, ça a commencé en 2006 par les critères. Et il y avait effectivement une réaction assez outrée en réalité des professeurs plasticiens, se demandant pourquoi la validation de leur enseignement devait passer par une expression autre que celle de ce qu'ils étaient en train d'enseigner. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles bon, après, ça a changé. En fait, les étudiants et les étudiantes se sont emparés d'une manière beaucoup plus volontaire et créative de ce qui était une contrainte à la base et en ont fait quelque chose de tout à fait intéressant. Et du coup, bon, les choses se sont réglées. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, justement, dans la forme, c'est important. Et la question de l'écriture comme une pratique ou de la théorie comme une pratique, c'est aussi un angle d'attaque qui permet d'éviter le sentiment qu'on est jugé sur la base de critères qui sont autres à celui de sa propre discipline. Merci. Antoine, puis Judith. Oui, alors j'aurais déjà une première remarque. Il y a beaucoup d'architectes qui ne dessinent pas, contrairement à la légende. Oui. Donc, et je dirais qu'en plus, dans les jeunes générations, on voit très nettement, je dirais, d'autres modes d'expression, la vidéo, je dirais l'utilisation de programmes informatiques, des montages et collages de toutes sortes numériques, le sampling, enfin, je passe. Donc, je dirais la question du dessin est en fait plus compliquée parce que faut-il être sculpteur pour enseigner l'histoire de la sculpture? Enfin, je pense que, en tout cas en architecture, je pense que le dessin est loin de résumer, je dirais, les modes d'expression de l'architecte. Je pense quand même que ce qui est en jeu derrière l'écriture, c'est l'apprentissage du raisonnement, quand même. Et je dirais, le langage reste quand même un des vecteurs privilégiés de la construction d'un argument. Ce n'est pas le seul, je suis bien d'accord, et personnellement, je suis favorable. Enfin, j'ai encadré une ou deux thèses dans le cadre de Sacre, et je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir comment on peut avoir d'autres modes d'expression et de construction d'arguments. Mais j'irais quand même, bon, par exemple, pour revenir au cas des architectes, un architecte qui n'a pas un minimum de compréhension, je dirais, langagière et de manipulation du langage va en général être très, très fortement handicapé par la suite professionnellement. Ne serait-ce que parce qu'il faut quand même convaincre en peu de temps des gens de mettre une tonne d'argent dans un projet qui n'existe pas encore. Donc, je dirais, les effets du langage sont quand même extrêmement puissants dans le champ de l'architecture. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que malgré tout, en tout cas dans le champ de l'architecture, l'écrit, qu'on le veuille ou non, est quand même un peu difficile à contourner et de moins en moins. C'est-à-dire qu'il est clair quand même que les étudiants écrivent quand même beaucoup plus qu'autrefois en architecture et c'est un phénomène, je connais quand même pas mal d'écoles autour du monde, c'est assez mondial en fait.
cette espèce de virage vers, je dirais quand même, l'écrit comme complément d'autres choses. Je ne sais pas si j'enchaîne, mais c'était un petit peu aussi pour… J'ai un petit problème. Du coup, voilà, dans l'ordre de parole. Donc, c'était un peu aussi sur ce point-là. À titre personnel, faut surtout pas me donner un crayon entre les mains, ça c'est sûr. Mais j'ai une expérience qu'ont connue plusieurs, je pense, beaucoup d'historiens d'art et beaucoup d'étudiants en architecture. C'est le chantier de bénévoles. On va aller pratiquer la taille de pierre, le vitrail, la couverture, la charpente, voir les questions de chantier de fouille et donc d'avoir une appréhension pratique concrète de la matière. Cela étant, que ce soit dans toutes les études, tous les enseignements que vous donnez, ou je pense aussi aux enseignements en conservation-restauration, le fait de pouvoir passer de l'appréciation concrète au fait de pouvoir le formaliser, de pouvoir expliquer le processus qui vous a amené à faire telle ou telle chose. Vous l'avez dit, hein, c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'on a besoin de justifier, et très vite, que ce soit un restaurateur devant une petite commune, quand il va aller devoir présenter son projet, il faut qu'il le formalise. Ce n'est pas seulement son aptitude à comprendre l'objet qu'il regarde. Pareil pour un architecte, quand va falloir définir qu'il faut faire 500 000 € de travaux sur une église, il faut pouvoir le formaliser, le justifier, le montrer, donner envie. Voilà, et donc il y a cet aspect-là qui est, me semble-t-il, effectivement tout à fait fondamental et qui nécessite justement faire en sorte d'emporter la conviction finalement des personnes qui sont en face de vous. D'ailleurs, je pense dans n'importe quel métier ensuite. Et alors, Laurence a un problème avec sa connexion. Un petit peu, donc peut-être Guy voulait prendre la parole. Oui, je voulais revenir. Et ensuite, Aline Magnin. Non, pardon. Oui, je voulais revenir sur ce lien entre dessin et écrit. Alors, le dessin qui est utile dans les écoles et celui qui peut être pratiqué plus largement, c'est peut-être pas le dessin d'imitation et cette pratique du dessin artistique, mais à minima le dessin d'analyse. Et paradoxalement, l'importance du visuel, aussi bien dans les cours que dans ce qui environne les étudiants, encourage à utiliser la représentation comme outil d'analyse, de synthèse, une manière de saisir en fait les traits saillants aussi bien des images qui sont présentées que une manière de donner à comprendre un processus, qu'il s'agisse de représenter comme ça l'évolution d'un site, d'un paysage, d'un édifice, ou simplement d'en retenir les grands traits. De ce point de vue, il est clair que ces deux outils, l'écrit et le dessin, ne doivent pas vraiment être opposés, mais je suis parfaitement d'accord avec l'argument d'Antoine Picon. L'enjeu est véritablement celui de l'argumentation. Au fond, le problème de l'écrit dans les écoles et surtout son irruption, l'importance de son irruption en master, ne correspond pas finalement à l'importance qui lui est donnée en licence. Mais aujourd'hui, le modèle de l'architecte auquel forment les écoles est un architecte qui conçoit, qui écrit et qui sait parler. You're muted. Aline Magnin. Oui, bonjour Laurence. Oui, moi je voudrais revenir, enfin c'est un débat très riche et très intéressant sur plusieurs choses, sur ce qu'a dit Antoine Picon, soulignant la diversité des parcours ensuite des étudiants. Et c'est vrai que c'est ce que je dis dans le chat, ça fait penser à la question que se pose beaucoup la littérature. Quel type de littérature enseigner? Est-ce que c'est une littérature qui va permettre de former des gens qui vont analyser des textes et redistribuer la littérature en étant eux-mêmes enseignants de littérature, ou bien des gens qui vont faire un peu à la mode anglo-saxonne? Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Antoine Picon souligne ça, c'est se servir, être formé à des qualités que l'on trouve dans la littérature, mais aussi dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire, pour faire
tout autre chose, être banquier, être entrepreneur et travailler dans différents métiers, mais avoir acquis ces compétences. Et je pense que ça permet aussi d'élargir beaucoup le public de l'histoire de l'art comme de la littérature si on ne se referme pas uniquement en ayant que pour seule destination de faire des littéraires. Et puis, sur la question de l'écriture, hein, indispensable pour les étudiants, c'est aussi un problème pour les historiens de l'art qui souvent ont du mal à, enfin moi c'est ce que j'ai pu observer, à passer de l'observation visuelle, du contact esthétique avec l'objet à une explication, un déploiement de ce qu'est cette expérience esthétique, de ce que ça représente, de faire parler l'objet de cette manière-là. Et pour vendre un projet, il faut accéder à la rhétorique. Ce n'est pas simplement savoir écrire, c'est tout effectivement cette dimension argumentative, rhétorique, des outils dont il faut doter effectivement les étudiants qui vont avoir à affronter ensuite, à convaincre de mettre 500 000 € dans un projet ou bien d'accepter un projet de restauration pour des architectes en chef des monuments historiques, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est vrai que c'est une dimension importante aussi dans la formation des étudiants. Laurence, est-ce que je peux réagir à ce que vient de dire Aline Magnin? Je crois que Laurence a l'air avoir des problèmes. Vas-y, oui, Thomas. Merci, Olivier. Oui, alors, c'est vraiment, alors pour le coup, à l'école polytechnique, étant donné que les élèves ne se destinent pas à des carrières artistiques ou de créateurs, mais bel et bien des carrières qui sont en effet celles qui vont de banquier d'affaires à des carrières politiques, en passant bien sûr par l'ingénierie. Quelle est la place que peut avoir un enseignement en histoire de l'art dans leur vie? Je crois qu'il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions. Ils viennent apprendre des choses en histoire de l'art, comme ils viennent en apprendre en philosophie ou en histoire, parce qu'ils y trouvent à la base, vous allez dire qu'ils ont tort, mais c'est comme ça qu'ils y viennent, ils y trouvent à la base un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'ils y voient l'opportunité d'un enrichissement culturel pour simplement développer leur capital symbolique. C'est d'abord ça qui les motive. Je dirais même, d'une certaine manière, certains d'entre eux qui ne sont pas forcément sensibles au domaine de l'art se disent que, par l'intermédiaire d'un professeur d'histoire de l'art, ils auront accès à des émotions qui leur sont interdites de prime abord. Typiquement, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Poussin c'est beau? Voilà. Donc, la première chose que je fais, c'est de leur dire que faire de l'histoire de l'art, ça peut tout à fait avoir cette vocation-là, ce n'est pas du tout interdit, je n'ai pas de mépris pour ça, loin de là, mais que on peut essayer quand même d'avoir une ambition un petit peu plus haute, qui est celle de comprendre des phénomènes historiques et de voir non seulement comment l'art en a été à travers les époques le reflet, la caisse de résonance, mais évidemment aussi la matrice. Et là, je dois dire que ça peut faire un petit peu bouger les lignes, mais je crois qu'il ne faut quand même pas non plus être dupe, il vaut mieux se l'avouer. Le but, c'est qu'on soit transparent entre nous professionnels de l'histoire de l'art. Pour être tout à fait franc, sur plusieurs générations maintenant de polytechniciens que j'ai eus, c'est sans doute parce que c'est mon enseignement qui pêche peut-être, mais je n'en ai jamais eu un seul qui m'ait dit que dans sa carrière professionnelle, les sciences humaines avaient modifié leur manière d'être ou de faire. Du point de vue personnel, c'est clairement le cas, mais l'impact sur la vision du monde d'un banquier parce qu'il aurait fait de l'histoire de l'art, pardonnez-moi, mais je pense que c'est au mieux très minimal et au pire, ça lui permet de légitimer en disant qu'il a un vernis de culture, des pratiques qui sont à l'antithèse de ce qu'on aimerait faire valoir comme valeur. Donc voilà, je sens que je souffle un peu le froid tout à coup, mais je crois que c'est important quand même de se le dire, au moins pour prendre acte de la chose.
Non, ça souffle pas le froid, Thomas. C'était pas du tout. Enfin, je pense pas que je nourrisse des illusions particulières, mais c'est effectivement en même temps. Alors, dans le contexte de Polytechnique et des enseignements que vous pratiquez, mais même plus généralement pour ceux qui enseignent l'histoire de l'art à la fac ou à l'école du Louvre ou ailleurs, hein, c'est quels sont en dehors de la connaissance à strictement parler et du supplément de compétences pour les dîners en ville ou pour quand on se promène en famille pour pouvoir ou je ne sais quoi, quelles sont les qualités, l'esprit de finesse ou l'esprit qui peut apparaître comme un élément utile dans l'enseignement de l'histoire de l'art et qui permettent de mieux vendre, en quelque sorte, entre guillemets, la matière. Alors, je vais reprendre la parole et la donner à Guitmi et Antoine, qui peut-être aura le dernier mot, si vous voulez bien qu'on donnera le dernier mot probablement à Olivier et à Judith. Mais non sans avoir dit peut-être que la question n'est pas tant qu'il y ait, disons, ces marques de l'histoire de l'art dans les pratiques et les démarches, disons, qui seront plus tard celles de nos anciens étudiants et étudiantes, qu'un certain sens, disons, de la recherche, de l'observation fine des événements, des choses, mais aussi des théories, des événements historiques. Je crois que ça, c'est quelque chose, disons, cette fameuse preuve et contre-preuve qu'on doit absolument assimiler quand on recherche, la question des sources à utiliser, la question de la critique qu'on doit opérer sur n'importe quelle source. Eh bien, je crois que cela, qui est finalement commun à toutes les sciences humaines et sociales, je crois que ça peut apporter quelque chose qui peut servir dans tous les métiers. Et c'est la raison pour laquelle je pense que quand on prépare une thèse, que ce soit en histoire de l'art ou en philosophie ou en lettres classiques, je pense que si on va au bout de ce processus, il me semble qu'on sera beaucoup plus armé dans l'existence, dans la façon peut-être justement d'être moins béni oui-oui, de pouvoir assumer, disons, une position plus inventive peut-être dans son travail, quel que soit le travail. Je suis peut-être naïve, mais je crois que ça fait la différence et que c'est déjà un mode professionnel, disons, de préparer un doctorat ou même voire même un mémoire de master. Guitmi donc et Antoine, et ensuite la parole sera donnée aux organisateurs. Alors, c'était pour ajouter quelques éléments au débat et peut-être rappeler que l'enseignement de l'histoire de l'art en école d'art s'inscrit dans un contexte qui est particulier aussi parce que plane en filigrane et en permanence la question justement de l'enseignement de l'art. Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que ça s'apprend? Ce qui nous rend, je pense, encore plus sensibles à la façon dont nous procédons aussi dans nos enseignements. Donc ça, c'est la toile de fond aussi sur laquelle on réfléchit beaucoup et on a noté, on note depuis quelques années un intérêt très profond pour l'art brut, pour toutes les pratiques qui se déploient en dehors d'un cadre d'enseignement ou d'un cadre académique. Donc ça nous amène évidemment à nous questionner aussi. Je dirais que si l'enseignement en école d'art de l'histoire de l'art en école d'art a une spécificité, c'est aussi parce que, alors sans être dessinateurs ou artistes nous-mêmes, nous devons évidemment avoir une attention encore plus soutenue pour tout ce qui concerne le faire, les moyens de faire, les façons de faire. Donc ça colore notre enseignement. Et puis aussi, ce qui est, je trouve, une richesse, c'est qu'avec nos collègues artistes et avec nos collègues techniciens, nous tournons autour des mêmes objets. Et par exemple, pour ce qui concerne les collections de l'École des Beaux-Arts, les historiens de l'art vont en parler dans leurs cours, les professeurs de dessin
vont également en parler dans leurs cours et les utiliser comme des matériaux pédagogiques. Le service des expositions va les exposer, les présenter et donc les aborder sous cet angle-là. Et je trouve que ce qui est très passionnant pour nous, c'est de participer à une réflexion collective autour de ces objets et peut-être participer justement à l'élaboration d'une pensée diverse et riche de cette diversité. Merci. Antoine? Oui, alors je commencerai peut-être par une note personnelle. Il se trouve que j'ai fait cette honorable institution qu'est l'École Polytechnique. Et effectivement, je ne suis pas devenu historien de l'art parce que j'ai suivi des cours à l'École Polytechnique. Mais je ne serais pas aussi pessimiste parce que je pense quand même qu'une formation intellectuelle exigeante, quelle que soit la discipline, parce que quand même, grosso modo, à l'École Polytechnique, on apprend plein de choses dont on ne se servira jamais. Il y a quand même, je pense, pas 1% des polytechniciens qui se servent de la mécanique quantique. Je pense que beaucoup d'aspects de la théorie des probabilités sont parfaitement inopérants dans la suite des carrières, etc. Donc, je pense curieusement que l'histoire de l'art, et je dirais H2S en général, c'est plus structurant que ce qu'on croit. Deuxième remarque, j'ai enseigné longuement à l'École des Ponts et là, j'ai eu quelques élèves ingénieurs, qui d'ailleurs tous les deux passés par Polytechnique, qui sont devenus historiens. J'ai vu que vous aviez participé, Thomas, au dernier numéro de La Jaune et la Rouge sur l'histoire. Bon, ben, il y en a deux dans ce numéro que j'ai eu comme élève. Peut-être dernier point, quand même, il y a un rapprochement qui s'opère de plus en plus entre ingénierie et art. Et on le voit par exemple aux États-Unis où un certain nombre d'écoles d'ingénieurs en fait ont des artistes en résidence. On le voit, je pense à l'école polytechnique par exemple. Bien sûr, avec la chaire arts et sciences, bien sûr. Oui, voilà, oui. Bianchini par exemple aussi, je dirais à des relations avec l'école polytechnique, etc. Donc je pense que peut-être qu'aussi il faut que l'histoire de l'art se réoriente aussi vers le fait de donner des outils pour la compréhension de la scène de l'art aujourd'hui. C'est vrai. Je pense que c'est parce que cette scène de l'art se modifie très vite et avec des ramifications de plus en plus nombreuses du côté des sciences et des techniques. Et je pense que ça devrait être aussi une des vocations de l'histoire de l'art, je pense en école d'ingénieur, que de donner quelques clés de lecture, je dirais, de la scène de l'art contemporaine. Alors évidemment, elle est tellement vaste que ça ne peut être que quelques éléments, mais je pense que ce serait une voie féconde à explorer. J'ai échoué pour ma part, après j'ai pas bassiné la direction de l'école des Ponts et Chaussées où j'ai longuement enseigné pendant des années et des années pour essayer de créer justement un enseignement centré autour de l'art contemporain, mais je persiste à penser que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Oui, juste, Laurence, je sais que le temps est compté. En un mot, je partage totalement cet avis. La difficulté étant d'arriver à enseigner l'art contemporain en l'autonomisant par rapport à l'histoire en règle générale, et ça peut avoir des résultats qui sont malheureusement très contre-productifs. Mais en revanche, vous avez tout à fait raison. Moi, une solution que j'ai adoptée, c'est que même pendant les cours, vraiment sur des périodes beaucoup plus reculées, je fais des décrochages chronologiques pour, à certains moments, faire une petite étude de cas, à titre de digression, sur Pierre Huyghe, sur Anselme Kiefer ou que sais-je, et simplement pour, en effet, essayer d'éveiller l'attention et la compréhension de l'art contemporain. Donc, je partage tout à fait cet avis, en effet. Eh bien, merci vraiment, c'était très riche, je trouve, cette discussion et ça nous fait réfléchir encore. Est-ce que Judith et Olivier, vous voulez conclure, car c'est votre idée, votre initiative? Je laisse Olivier, président du comité français d'histoire de l'art. Non, Judith, je te laisse. Bon. Ouais, je crois que Judith n'aime pas conclure. Non, d'abord, je voulais naturellement vous remercier Laurence qui a été très bien animée, qui a fait émerger différentes questions. Je crois qu'on a vu justement le problème de la présence plus ou moins forte de l'histoire, du discours historique. Il y a aussi cette idée des sciences humaines. Je crois, on voit aussi, Laurence, tu l'as rappelé à Amiens, que parfois l'enseignement d'histoire de l'art relève des sciences humaines et parfois elle relève au contraire d'un UFR d'art plastique. Et là, on sent qu'il y a quand même quelques tensions. Il ne faut pas se leurrer ni le cacher. Et on sent en revanche aussi que c'est peut-être un discours ou un débat qu'on a eu
plus difficilement il y a 20 ans, où on était en histoire de l'art soit prisonnier d'une approche très, très historique, presque plus chronologique qu'historique, ou dans un discours très sciences humaines. Et là, en effet, l'idée du faire, de la matérialité, et je renvoie au congrès qui va avoir lieu à Lyon en 2024, lancé par le CFHA, me permet de faire des passerelles, avec aussi le point, comme on l'a vu par vos enseignements, de pouvoir lier une histoire du passé, qui je ne sais pas si intéresse beaucoup nos étudiants qui font l'histoire de l'art. Je ne sais pas si cette dimension historique, pour eux, je vois oui, dans les étudiants à Dijon, je ne la sens pas forcément, avec une histoire de l'art contemporain. Je ne dis pas que l'art contemporain les intéresse plus, mais je crois que justement, c'est le problème des images et de la matérialité des objets qui les intéresse. Et pour ça, l'importance donnée à l'histoire dans l'architecture m'a assez impressionné, qui permet peut-être, on a nous à apprendre l'histoire d'architecture qui permet de lier le faire et histoire, ingénierie, comme l'a dit aussi Antoine, et histoire. Donc, je ne sais pas si Judith, tu veux rajouter quelque chose, que c'est quelque chose que tu vois au concret, aussi à travers les chantiers de restauration ou l'école de Chaillot. Je crois que on avait pensé mettre l'école de Chaillot, je crois que Catherine Chaillot n'a pas pu se joindre à nous, mais c'est un point, je pense, qui intéresse aussi beaucoup. Et on voit comment il y a justement, ce n'est pas des marges, mais c'est des zones limitrophes, en quelque sorte, qui peuvent beaucoup nous apporter. Des aires limitrophes qui doivent réfléchir sur nous. Et puisque tu t'insistes, je vais juste dire un mot justement sur ce qui se passe à l'école de Chaillot, qui va connaître un profond bouleversement de son enseignement. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est au fond de se dire le début de la formation d'un architecte, c'est dans les écoles d'archi, et Chaillot, comme d'autres lieux où master ou doctorat, doivent être des approfondissements. Donc, il y a des prérequis et on arrive à Chaillot ou à Paris-Belleville en doctorat avec déjà cet accompagnement. Et tout ce qu'on a, quand je dis nous, tout l'ensemble, l'école de Chaillot et l'ensemble de l'administration qui travaille à cette refonte, on va vers la conduite de projet, c'est-à-dire finalement on dépasse l'aspect théorique pour rentrer dans l'aspect plus véritablement professionnalisant et mettre l'architecte futur du patrimoine en capacité de conduire un projet de bout en bout selon un processus raisonné, mais avec véritablement l'ensemble des acquis d'observation, de théorie, de formalisation qui soient sous-tendus par tout ça. Et vraiment, je vous remercie parce que ça faisait longtemps que ça me travaillait, cette idée-là. Et c'est vrai que je remercie aussi le conseil exécutif qui a bien voulu prendre la balle au bond et Laurent Baridon ici présent, France Nerlich, nous suggérer des qui sont là autour de vous, là, avec nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir encore ces discussions dans d'autres enceintes et en réalité, en présentiel, en concret, voilà. À tous et merci beaucoup à Laurence d'avoir accepté merci à vous. aussi élevé d'animer cette. Merci Laurence. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et de votre investissement tous pour le Comité français d'histoire de l'art. Merci beaucoup à Laurence d'avoir animé, merci beaucoup aux intervenants. On vous libère parce que quand même, un samedi à 18h50, je pense que vous avez peut-être… L'heure de l'apéritif. Exactement. Vous maniez le faire et le discours. Un très grand merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on a eu même quelqu'un de Bologne, j'ai vu.